Monsieur le Président du Forum économique mondial, Mesdames et Messieurs, Sa Majesté, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui au Forum économique mondial, un espace dédié à l'amélioration de notre monde en perpétuelle mutation à travers la résolution des défis les plus cruciaux de notre époque. Lors de mon intervention au moment de la COP 26 de Glasgow en 2021, j'avais défendu l'idée que la République démocratique du Congo pouvait être un pays solution, une nation dotée non seulement d'une richesse exceptionnelle en ressources naturelles, mais aussi d'une capacité unique à relever les défis climatiques grâce à des pratiques innovantes et durables. Aujourd'hui, je suis fier de partager avec vous une réponse concrète à cette vision, le lancement de la plus grande réserve forestière tropicale du monde. Cette initiative historique, sans équivalent, transformera non seulement notre paysage naturel, mais également les moyens de subsistance de millions de nos concitoyens. Cette extraordinaire réserve communautaire s'étendra sur plus de 2400 km, reliant le parc national de Virunga à l'extrême est de notre pays, les vastes forêts de l'Ituri et le fleuve Congo de Kisangani jusqu'à Kinshasa. Ce projet vise à protéger les forêts primaires tropicales parmi les plus intactes de la planète, tout en préservant une biodiversité extraordinaire et des espèces fauniques endémiques, incluant les emblématiques gorilles de montagne, l'unique okapi et une multitude d'autres espèces végétales et animales propres au bassin du Congo. Mais cette initiative va bien au-delà de la simple conservation environnementale. Elle constitue une stratégie globale pour revitaliser notre économie, renforcer nos communautés locales et promouvoir une paix durable dans nos provinces orientales, longtemps touchées par la pauvreté, les conflits armés et l'instabilité. Ce projet améliorera directement la vie de plus de 31 millions de personnes, protégera près de 108 000 km² de forêts vierges et créera plus de 500 000 emplois, dont au moins 20 000 spécifiquement destinés aux jeunes, hommes et femmes, démobilisés des groupes armés. Mesdames et messieurs, le bassin du Congo, trésor naturel inestimable, regorge de forêts luxuriantes et d'une biodiversité exceptionnelle. Son potentiel en matière d'énergie renouvelable et de développement durable est immense et nous sommes résolument engagés à le réaliser. Grâce aux technologies solaires, hydroélectriques et éoliennes, nous ambitionnons de réduire significativement notre empreinte carbone tout en transformant notre paradigme économique. En exploitant la puissance de nos rivières et l'abondance de soleil qui baigne nos terres, nous construirons une infrastructure énergétique durable, capable d'alimenter nos communautés locales et nos peuples autochtones, ainsi que nos industries, sans nuire à notre environnement. Notre transformation agricole, au cœur de cette vision, vise à tirer parti de nos surfaces agraires fertiles pour garantir la sécurité alimentaire de nos populations. En remplaçant les activités illicites par des chaînes de valeurs agricoles et minérales durables, nous érigerons une économie respectueuse de l'humain et de la nature. Il s'agit d'un droit fondamental et d'une solution pragmatique pour éradiquer les revenus illégaux qui financent les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo, où 3 décennies de guerre ont injustement coûté la vie à plus de 6 millions de nos compatriotes.
Cette tragédie locale est une menace globale. Si nous échouons à protéger ces forêts, c'est l'avenir de la planète qui sera compromis. C'est pourquoi nous devons faire montre de créativité et réinventer nos méthodes pour bâtir la paix. En adoptant des solutions fondées sur la nature et les principes d'équité et de justice sociale, nous avons l'opportunité de créer une interdépendance socio-économico-environnementale entre l'Est et l'Ouest de notre pays. Ce nouvel ordre social pour l'Afrique centrale trouve son ancrage dans la loi adoptée en décembre 2024 par notre Parlement pour créer cette grande réserve, un véritable traité de Westphalie pour la région. Cette transition représente à la fois un défi et une opportunité que nous sommes déterminés à saisir. Toutefois, nous avons besoin de partenariats solides et équitables à l'échelle internationale. La coopération ne doit pas prendre la forme d'aumône, mais de collaboration stratégique, durable et gagnant-gagnant. Je tiens à remercier l'Union européenne pour son soutien continu à travers l'Alliance des Virunga, une initiative qui, depuis près de 40 ans, a permis de générer de l'électricité propre et de créer 21 000 emplois grâce à l'agro-industrie. Cette réussite nous inspire pour le développement du couloir vert Kivu-Kinshasa. Je remercie également le professeur Yunus, qui n'est pas ici parmi nous, mais que j'ai vu ce matin, et la Fondation Schmidt pour leur soutien au programme de microfinancement Grameen Virunga, qui aide nos jeunes entrepreneurs à faire éclore leurs talents et à prospérer. Ces initiatives illustrent comment, en dotant les communautés congolaises d'accès à l'énergie et aux services financiers, nous pouvons transformer les Kivu en greniers de l'Afrique centrale, résolvant ainsi l'insécurité alimentaire tout en réduisant la pauvreté extrême. Pour concrétiser cette vision audacieuse, nous misons sur des solutions de transport novatrices alimentées par du biodiesel et de l'hydrogène. Ces infrastructures relieront nos agriculteurs au marché de grande consommation et permettront d'acheminer plus d'1 million de tonnes de nourriture vers Kinshasa, qui comptera bientôt 20 millions d'habitants. Cette réserve communautaire du couloir vert Kivu-Kinshasa constitue un modèle de transparence, de gouvernance vertueuse et de compétition loyale dans une région en quête de développement propre. En développant l'énergie renouvelable, l'agro-industrie et des systèmes de transport durables, nous créerons une croissance économique inclusive qui bénéficie à tous et ne laissera aucun Congolais de côté. Lors de la formalisation des engagements 1T du Forum économique mondial, nous avons posé les bases d'un projet ambitieux et invité le secteur privé à s'engager. Ensemble, nous transformerons cette vision prometteuse en réalité concrète. Mesdames et messieurs, la création de ce couloir ne constitue pas seulement un projet d'envergure, mais une véritable opportunité de transformation intégrée. Elle permettra de créer plus de 500 000 emplois, dont une part significative destinée à la réintégration réussie des jeunes démobilisés issus des groupes armés. Offrir un travail digne et viable et encourager le développement communautaire est une démarche essentielle pour bâtir une paix durable. L'emploi stable devient ainsi un socle de la cohésion sociale, favorisant des communautés résilientes et réduisant l'attractivité de la violence. Par ailleurs, ce couloir redéfinit la manière de faire des affaires en plaçant la durabilité, les bonnes pratiques et le bien-être communautaire au cœur de l'économie. Il s'agit d'un appel à des partenariats commerciaux solides et équitables et non d'une demande d'aide ou de dons improductifs.
Notre ambition est de bâtir une industrie verte moderne, respectueuse de notre richesse naturelle exceptionnelle. Nous savons que cette vision novatrice ne peut se concrétiser sans investir dans l'éducation et la formation. Ces programmes renforceront les capacités de nos jeunes et les prépareront à prendre part activement à l'économie verte en brisant les cycles des conflits et de la pauvreté, tout en inspirant une nouvelle ère d'entrepreneuriat, d'autonomisation et d'espoir. La République démocratique du Congo est en marche pour devenir un modèle mondial prouvant que prospérité économique et protection environnementale peuvent s'allier de manière logique et mutuellement bénéfique. En priorisant des pratiques durables, nous traçons une voie qui peut inspirer d'autres nations, démontrant que la conservation est un moteur essentiel de développement robuste et stable. Ensemble, gouvernement, organisations et acteurs privés, nous avons l'opportunité unique de bâtir de manière pragmatique un avenir où la République démocratique du Congo, en tant que gardienne de ses forêts, incarne un phare d'espoir et d'innovation pour le monde entier. Rejoignez-nous dans ce projet d'une portée historique afin que ce couloir illustre notre ambition climatique, collective et marque le début d'une nouvelle ère de partenariat et de durabilité. Je vous remercie. Thank you, President. Yeah, you're welcome. May I now invite EU Commissioner? J'invite maintenant le commissaire aux partenariats internationaux pour partager avec nous. Majesté, Excellences, Monsieur le Président Tshisekedi, Monsieur le Secrétaire Kerry, Dr Schwab, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a des centaines de milliers, des millions de raisons pour lesquelles c'est une bonne chose d'investir dans ce corridor vert qui relie le Kivu et Kinshasa. Alors cette année, nous célébrons le centenaire du parc de Virunga. 10 000 espèces uniques qui peuplent ce bassin du Congo. Un tiers de ces espèces ne se trouvent qu'à cet endroit particulier sur la planète. 1,5 million de tonnes de CO2 qui sont, grâce aux forêts du bassin du Congo, sont absorbées chaque année. Et plus de 100 millions d'individus habitent au sein de cette République démocratique du Congo et vivent des ressources du bassin du Congo. Pour toutes ces raisons, le lancement de ce couloir vert est extrêmement important. Pour toutes les raisons que je viens de citer, nous considérons qu'il s'agit d'un projet phare de notre stratégie globale de développement qui sert à renforcer les rapports, le partenariat entre la RDC et l'Union européenne qui a à son cœur une gouvernance durable des ressources naturelles et du développement humain. L'Union européenne et ses États membres qui travaillent ensemble, c'est la Team Europe,
se mobilisent leurs investissements, leurs projets à hauteur d'1 milliard d'euros tout au long du corridor. Et je suis ravi de vous annoncer que nous avons décidé de mobiliser dès maintenant, très rapidement, à court terme, 42 millions d'euros supplémentaires sous forme de subventions, et nous sommes prêts à doubler ce montant très vite. Tout cela pour dynamiser l'agriculture durable, la chaîne de valeur à travers l'utilisation des énergies et des carburants renouvelables, pour protéger la diversité tout à fait emblématique qui se trouve tout au long de ce couloir. Et nous travaillons pour monter en puissance sur nos engagements, y compris de la part du secteur privé. Excellence, Monsieur le Président, cette décision crée la plus grande zone protégée de forêt tropicale de la Terre. Elle relie Virunga, Yagambi, ces deux zones protégées. Ce couloir vert permettra de déployer un système de transport multimodal dans lequel il y aura des bateaux fluviaux alimentés à l'hydrogène qui permettront de renforcer la sécurité alimentaire et énergétique des populations locales et pourront être un moteur de la paix et de la stabilité, en créant un lien positif et fort entre l'Ouest et l'Est de votre magnifique pays. Ce couloir vert est un projet unique de mise en œuvre de solutions innovantes qui tout à la fois permettent la préservation des ressources naturelles et apportent une prospérité économique à la région dans son ensemble. Comme il a déjà été dit, il y a 40 ans, l'Union européenne, avec enthousiasme, a commencé à soutenir le parc de Virunga. Aujourd'hui, nous en récoltons les fruits et nous sommes récompensés par cette formidable initiative annoncée par le président de la République démocratique du Congo, et nous sommes prêts donc à continuer à travailler ensemble avec nos partenaires congolais sur ce couloir vert. Dans l'esprit de Davos, j'appelle tous les participants, et en particulier nos amis du secteur privé et les représentants qui sont présents ici, à s'engager aussi plus fortement. En tant qu'ancien banquier moi-même, quand je prends une décision, je pose toujours deux questions. 1, est-ce que c'est légal? Et 2, est-ce que c'est rentable? Et il y avait aussi une troisième question. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Et ici, nous n'avons aucun doute que c'est ça qu'il faut faire, parce que les résultats, nous pourrons les mesurer non seulement en dollars ou en euros, mais aussi dans l'amélioration de l'existence des populations. Merci beaucoup de votre attention. Merci, monsieur, pour votre soutien et votre générosité. Alors, j'invite maintenant le secrétaire d'État, John Kerry, à monter. Vous avez toujours fortement soutenu le Congo et l'aide en particulier aux populations. Merci infiniment. Monsieur le Président Tshisekedi, Majesté, où est le professeur Schwab? Merci, Klaus, pour votre leadership. Alors, je vais partager avec vous et monsieur le commissaire, merci infiniment pour votre participation et vos mots, vos paroles. Donc, je suis ici pour la première fois depuis de très nombreuses années à cette réunion annuelle de Davos. Et je ne suis pas ici pour parler au nom de mon gouvernement, mais en tant qu'individu et que représentant du secteur privé qui a travaillé aux côtés du président et avec bien d'autres sur la question des réalisations possibles au sein du bassin du Congo. Malheureusement, nous avons pris du retard dans cette grande bataille. Et c'est une vraie grande bataille. Parce que les enjeux sont extrêmement élevés. Et on voit tous les jours, quelque part dans le monde,
l'impact de la crise climatique, se faire de plus en plus fort. Par ailleurs, nous avons des opportunités tout à fait formidables si nous agissons intelligemment. Après tout, nous sommes des êtres humains, nous avons été dotés d'un cerveau, nous avons la capacité d'improviser, d'être créatifs, d'entreprendre et de faire des choses. Donc c'est à nous qu'il appartient de faire face à ces grands défis. Les grands défis du monde ont tendance à être un petit peu coincés dans la combustion d'hydrocarbures qui produisent des émissions qui certes peuvent être captées, mais on ne sait toujours pas si c'est possible d'assurer cette capture carbone à une vitesse et à un prix qui permettent de compenser, pour nous permettre de continuer comme nous avons toujours vécu. C'est ça. C'est ça. En fait, à Dubaï, il y a eu près de 200 pays qui se sont retrouvés et qui se sont fixés une mission après les accords de Paris, après Sharm el-Sheikh et après Dubaï. Et cette nouvelle mission que l'humanité s'est fixée, c'est qu'il faut, à cause de ce qui est en train de se passer, il faut entamer une transition pour s'éloigner des hydrocarbures, y compris pour les pays producteurs d'hydrocarbures. Et nous avons décidé que nous le réaliserions de façon à atteindre nos objectifs net zéro 2050 et qu'il faudrait accélérer au cours de cette décennie et suivre les enseignements scientifiques, c'est-à-dire rester en dessous d'une augmentation d'1,5 degré. Tout cela sur le papier a l'air formidable, mais ce n'est pas du tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, il se passe beaucoup de choses admirables. Il y a tout un univers de technologies qui n'existait pas quand j'étais envoyé sur le climat ou secret des choses passionnantes qui se passent avec les batteries, le ciment écologique. Tout cela a été encouragé par le Forum économique mondial avec sa première sa Movers Coalition. Et nous avons des pays, nous avons des entreprises qui vont de l'avant pour définir et agir sur l'avenir. Et c'est ça qui est en train de se produire ici. Et je vous le dis sans réserve et en toute franchise, c'est l'une des propositions les plus passionnantes auxquelles j'ai eu le privilège de pouvoir participer ces dernières années. C'est une idée formidable, énorme. Et elle dépend profondément de la coopération entre le secteur public, le secteur privé, et dans une compréhension très forte du secteur privé que ils ont la capacité non seulement de faire bien, mais de faire le bien aussi. Et comme on s'est vu plus tôt aujourd'hui avec le président Tshisekedi, et il en a parlé avec passion, il a parlé avec passion des perspectives que ce projet apporte. On sait tous qu'il y a eu des combats à l'Est et au Nord. J'y ai assisté moi-même. Je me suis rendu de nombreuses fois en RDC et également au Rwanda. Et nous avons pu constater à quel point les troubles continuent. Mais si l'on donne une alternative aux individus en lui disant « vous pouvez vous battre » ou « vous pouvez travailler à construire quelque chose de fort ». Et donc nous avons le pouvoir de changer l'histoire, mais aussi de gagner cette bataille dans laquelle nous sommes tous partie prenante. Vous savez, le bassin du Congo est seul pour l'instant. Nous avons l'impression, nous avons tous vu l'Amazone continuer à être grignotée continuellement avec de mauvaises pratiques, que ce soit pour l'élevage ou pour le bois, l'abattage des forêts. Et nous verrons comment les choses se sont passées, et que lors d'une prochaine réunion au Brésil, il y a aussi l'Indonésie. Je suis passé en hélicoptère au-dessus du Cambodge aussi. Et là, il y a coupe claire après coupe claire. Et la plupart de ces actions de déforestation sont illégales. Nous avons travaillé pour que certains pays, un pays en particulier qui est le plus grand pays et le plus grand consommateur de bois coupé illicitement, nous leur avons dit d'arrêter. Nous avons aussi parlé aux marchands de bois qui savent pertinemment que le bois qu'ils vendent est illicite. Donc il y a toute une sorte de chaîne alimentaire ici sur laquelle il faut travailler.
Donc, le modèle Rwanda est une preuve vivante de ce qui peut être fait par les gouvernements et par le secteur privé pour apporter des financements et pour véritablement changer les choses. La première fois où je me suis rendu en RDC et où j'ai pu voir de mes yeux cet énorme fleuve couler, on sent la puissance et la majesté de ce fleuve et on sent qu'elle peut être apprivoisée pour changer des vies. Et c'est comme cela que l'on peut sortir les jeunes de la violence, leur trouver des emplois, leur trouver un avenir. Et c'est extrêmement important dans le contexte actuel. Apporter aussi une capacité de retirer du CO2 de l'environnement, ce qui nous permettra d'avoir l'avenir que nous souhaitons tous. Donc, moi-même, de mon point de vue, du secteur privé, qui est maintenant le mien, j'ai l'intention de continuer à travailler avec nos collègues pour à la réussite de ces projets. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que d'annoncer un projet formidable et qu'ensuite rien ne se passe. Et ce ne sera pas le cas ici. Cela va vraiment se concrétiser. Nous allons utiliser notre sagesse, notre leadership pour constituer quelque chose qui va véritablement transformer des vies et qui pourra servir d'exemple pour le reste de la planète sur la façon dont on peut avancer intelligemment vers l'avenir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous arrivons au terme de cette session. Avant de terminer cette session, je souhaiterais remercier encore une fois le président Tshisekedi. Merci beaucoup d'être venu pour partager cette vision que vous avez. Je ne peux qu'inviter les partenaires à vous rejoindre pour défendre le poumon le plus important de la planète. J'ai aussi le plaisir de vous dire que la République démocratique du Congo fera partie du Trillion Trees Initiatives, l'initiative pour les arbres, avec aujourd'hui plus de 85 organisations qui travaillent avec les gouvernements pour restaurer et préserver les paysages, y compris les États-Unis, l'Inde et d'autres pays. Donc bienvenue au Congo. Pour ceux et celles qui sont avec nous et qui nous écoutent en ligne également, je vous invite à rejoindre le peuple congolais avec le président du Congo pour traduire cette vision enthousiaste en réalité. Nous avons besoin du soutien d'entreprises, de philanthropes, de la société civile également pour que cela devienne une réalité. Merci.